Mais la cybersécurité, vous voyez, en fait, prend ses racines dans le cycle en V de conception, mais le produit doit rester dans un état de sécurité. Et comment faire? Alors, il y a l'approche de résister à tout prix, d'accord, mais il y a également une approche de maintenance du produit. Et donc, c'est ce que l'on indique ici. Il y a un ensemble de services que l'on peut apporter. Je vais vous expliquer ce que c'est un PCERT, notamment. Donc, en fait, ce que je veux illustrer dans ce schéma, c'est que les potentialités business de la cybersécurité des composants sont extrêmement larges, puisque pour un produit, on a une relation de plus de 10 ans avec un client. Et donc, ça pérennise nos modèles d'affaires et ça nous permet de financer notre investissement et notre croissance. D'accord? Donc, je vais détailler techniquement ce que cela signifie. Simplement, juste pour assister sur ces 3 points, nous, à Secura ici, on est une société de défense, de protection des systèmes embarqués, mais on s'appuie également sur des outils de pentesting, donc pour réaliser de l'évaluation de sécurité. Alors, sur l'exemple de puces automobiles, également de l'évaluation de sûreté de fonctionnement. Et enfin, nous proposons des services de certification. La certification est aujourd'hui, en fait, quasiment indispensable pour entrer sur des marchés qui sont disons, critiques en termes de mission où la puce intervient. Alors, tout démarre dans la puce, ici, mais donc pour assurer le maintien en conditions de sécurité, ben, il nous faut le jumeau numérique de la puce, qui donc est détenu dans un serveur, et le serveur vient associer en fait l'identifiant de la puce à son état, et donc notamment les versions de ces logiciels, les versions de ces clés, et il y a des échanges dans les deux sens pour de la remontée typiquement d'incidents et de la descente de patch, d'accord? Et donc, vous voyez que le modèle de relation que l'on a au niveau silicium s'étend jusqu'à des services qui sont opérés potentiellement en fait depuis le data center de Secura ici que l'on héberge à Rennes. D'accord? Et donc, à la fois, en fait, on fournit de la techno et des produits qui sont embarqués, du firmware pour pouvoir faire en fait l'interopérabilité via la connectivité, quoi, en fait, et donc des services opérés pour donc gérer le composant et s'assurer qu'il reste en état de sécurité tout au long de sa vie. Alors, il y a eu depuis 5 ans un appel du pied pour transitionner la sécurité vers ce que l'on appelle la cryptographie post-quantique. Alors ça nous a impacté de premier chef. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, le hardware, je vous le disais, c'est la partie immuable, donc elle est complètement sécurisée, on ne peut pas la pervertir. Mais étant immuable, il faut qu'elle soit conçue avec une compatibilité donc avec les algorithmes en vigueur. Donc très tôt, nous avons dû, dans notre offre hardware, nous conformer à la cryptographie post-quantique. Mais quand on met le doigt dedans, en fait, c'est toute la chaîne du logiciel et jusqu'au serveur qui doit être compatible avec ces protocoles post-quantiques. Donc aujourd'hui, vous voyez que dans notre offre, ça c'est notre catalogue produit, plus de la moitié de nos produits ont basculé sur de la cryptographie post-quantique. Alors, quels sont les enjeux et puis comment est-ce qu'on les a relevés? Donc, qu'est-ce qui a de la valeur fondamentalement? C'est pas le morceau de silicium, d'accord? Ça, c'est que le support. Mon téléphone, ma voiture, bon, c'est un objet. Ce qui a de la valeur, c'est la donnée, d'accord? Comment assurer que ma donnée est bien authentique et qu'elle elle est génératrice de valeur? Eh bien, il faut qu'elle soit authentique. Et pour qu'elle soit authentique, il faut qu'elle soit générée et qu'elle soit traitée par des dispositifs de confiance. Et donc, la confiance ne se décrète pas, la confiance, ça se prépare tout au long du cycle de vie. Donc effectivement, dès la conception jusqu'aux étapes de fabrication, donc comme vous le savez,
cette étape-là est extrêmement délocalisée dans le monde et des malwares peuvent être installés très tôt, peuvent être installés en fait en usine. Et donc, en fait, il faut que la sécurité démarre avant même que le produit soit complètement assemblé. Donc ensuite, en opération, il faut que le produit reste sécurisé et donc il faut prévoir la possibilité de le mettre à jour. Alors il faut que ce soit l'opérateur licite qui le mette à jour et pas un attaquant, bien entendu. Donc il va falloir faire très attention sur cette fonctionnalité-là. Et donc jusqu'au déprovisionnement, on ne veut pas laisser dans la nature des puces et des systèmes qui contiennent des clés qui peuvent être utilisées pour d'autres devices de la même série. Et donc il faut bien veiller à effacer toutes les informations sensibles. OK ? Donc aujourd'hui, le marché de la cybersécurité, en fait, est vraiment piloté par différentes forces. Une des forces, c'est effectivement la conformité à des normes. Donc nous, on est présent dans pas mal de marchés, donc y compris l'industrie. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des robots, pour faire simple. Dans tout ce qui concerne l'IoT, écoutez, on travaille avec le premier fournisseur mondial de puces connectées avec le protocole Matter, par exemple, et dans l'automobile. Alors, c'est une révolution complète, l'automobile. Vous avez dans une voiture aujourd'hui des centaines de composants qui vont tous s'authentifier avec un protocole TLS ou IPsec, et la voiture elle-même est en mesure d'ouvrir 1000 connexions TLS à la seconde, voilà, pour se connecter aux autres véhicules et l'infrastructure, les feux rouges et les autres systèmes de gestion de la circulation. Donc tout cela demande des technologies de protection des données, au repos en mouvement, de mise à jour des logiciels, de gestion des vulnérabilités et de divulgation des problèmes. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, avoir une compatibilité en termes de plusieurs standards et implémenter tous ces services de sécurité, vous pouvez le trouver éventuellement sur un poste de travail, un PC, d'accord, mais dans un système embarqué, contraint, c'est absolument pas le cas. Donc c'est ce que l'on cherche à faire. Donc le défi, c'est quoi ? C'est que vous avez des acteurs qui sont assez fragmentés. Ce n'est pas les mêmes industriels qui vont concevoir et fondre vos puces, donc notamment des acteurs, écoutez, en France, nous avons STMicroelectronics, en Asie, bien sûr, on pense à TSMC, aux US, on pense à Intel, etc., qui ne sont pas les mêmes que les fabricants de devices, pensez les GAFAM, et que finalement les opérateurs de systèmes. Donc dans l'exemple de la voiture, pensez à la marque favorite qui aujourd'hui exerce un métier de gestion de flotte connectée. D'accord ? Donc vous connaissez l'histoire du maillon faible. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que, bien que la chaîne de valeur soit fragmentée, la sécurité soit uniforme tout au long de ces différentes phases. D'accord ? Ça nécessite la mise en œuvre de différents services que je liste ici, que je vais peut-être un peu détailler si j'ai suffisamment de temps. Et donc, pour ce faire, nous déployons quoi ? Au niveau hardware, de la cryptographie, de la gestion de clés, de la détection d'attaques, y compris d'attaques sur la puce, donc d'attaques visant en fait à extraire les clés ou à contourner les contre-mesures qui sont mises en place, notamment le contrôle d'accès sur les puces, donc afin d'affaiblir le système et d'en prendre le contrôle. Et également de la protection en fait au niveau cyber dans le processeur lui-même, d'accord ? Comment faire confiance à un système qui boot sur un processeur dont le boot ROM contient un bug, typiquement un buffer overflow. C'est extrêmement compliqué. Donc il va falloir en fait penser à mettre en place de la détection typiquement en fait comportementale dans le silicium pour le processeur qui exécute le boot. D'accord ? Donc c'est des technologies hardware, différentes technologies software qui vont donc effectuer des services en bonne intelligence avec le serveur.
Donc effectivement, il faut que je puisse identifier mon système, il faut que je puisse le mettre en état de fonctionnement. Donc c'est tout ce qui est le provisioning, donc la première injection. Je le baptise, hein, il faut à un moment donné lui donner ses clés pour qu'il puisse être autonome une fois qu'il est déployé sur le marché. Il faut que je puisse le mettre au point, le valider, et puis le mettre à jour, donc l'update ici. Voilà. Tout ça, ce modèle-là, en fait, ce qui constitue un produit que nous avons conçu et puis standardisé à Secura ici et déployé sur, vous voyez, plus d'une dizaine de différents marchés. Donc c'est aussi ce qui nous a permis de passer à l'échelle. Alors je vais peut-être passer vite fait sur les services. La valeur de la cybersécurité au niveau device, c'est quoi? C'est de mettre en place de la gestion de l'identité d'un device. Alors c'est quoi? C'est en fait bien sûr un certain nombre de clés, ces clés qui doivent être uniques, donc en s'appuyant sur des technologies comme par exemple ce qui s'appelle des puffs. Donc c'est une clé qui est extraite du silicium et qui est intrinsèquement différente d'une puce à l'autre. L'attestation, qui est un service en fait extrêmement important, c'est le service qui vous permet de vérifier que votre device n'a pas été modifié d'un bout à l'autre, d'accord, qu'il n'y a pas eu de malware, de ransomware ou quoi que ce soit, de backdoor, qui ait été installé, y compris dans le BIOS, donc dans ce qu'on appelle le boot ROM, donc les couches les plus basses. C'est la seule façon en fait que l'on peut garantir de la sécurité vraiment bottom-up, voilà, comme ça. Alors bien sûr, après, donc je parlais déjà de IPsec, etc. Tout cela est induit et découle du fait que notre plateforme est dans un état intègre au démarrage. Effectivement, des services d'injection, des services de mise à jour, pour ensuite proposer des services de détection d'attaque et donc de remontée de CVE depuis le hardware. Et ça, c'est complètement innovant. Comment sont trouvés aujourd'hui les CVE? Par des équipes indépendantes qui travaillent un petit peu sans être vraiment sur le terrain, sur un système isolé en vase clos, d'accord? Là, on a la possibilité, avec des systèmes embarqués, de faire de la détection comportementale avec des capteurs, par exemple, avec des IDS embarqués, et de remonter des vulnérabilités constatées vraiment, comme on dit, la main dans le sac, d'accord? Et puis pour finalement donc offrir ce service qui s'appelle PCERT, qui est l'équivalent d'un CERT pour les produits embarqués, d'accord? Donc le PCERT, c'est le Product Security Incident Response Team, qui vient donc proposer du patch de composants, d'accord? Donc des couches basses, du firmware, tout ce qui peut se mettre à jour dans les couches enfouies. Le temps va être un peu court pour couvrir le post-quantique. Simplement, un mot pour vous dire que c'est là, le post-quantique. C'est, vous le savez certainement, c'est le remplacement des algorithmes historiques, RSA, courbe elliptique, Diffie-Hellman en particulier, d'accord? Donc vous lisez la presse, je pense que vous êtes sensibilisés. C'est tout un processus, d'accord? Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sous l'impulsion, bon, notamment effectivement outre-Atlantique de la NSA, l'urgence, elle est dans en fait le boot des firmware, donc considérez que c'est votre BIOS, qui doit être, dont l'authenticité doit être vérifiée par des algos cryptographiques d'une part et post-quantiques d'autre part. Ces algorithmes-là sont spécifiés. Il s'agit, où sont-ils ici? Il s'agit de XMSS et LMS. Donc si vous voulez, aujourd'hui, nous, Secura ici, ça fait 5 ans que l'on déploie du post-quantique pour faire le démarrage de confiance de nos composants. Voilà, donc c'est vraiment une réalité bien ancrée dans notre offre. Et comme je vous le disais, c'est contagieux. Une fois qu'on a commencé à mettre du post-quantique quelque part, dans les puces, il faut que ça se soit compatible du côté serveur. Et donc on en a partout. Voilà. Alors après, bon, il y a des questions de performance. Du coup, je vais devoir, pour rester dans les temps, je vais devoir un petit peu passer. Donc nous avons implémenté ces technologies. Un point intéressant, ceci dit. Vous avez entendu peut-être parler de la cryptographie basée sur les réseaux. Ça nécessite de développer du hardware spécifique pour faire du calcul
sur ces structures mathématiques qui sont des réseaux d'entiers. D'accord ? Donc, c'est des accélérateurs sur des systèmes de coordonnées avec 256 composantes notamment. Donc, ça, c'est du parallélisme assez costaud. La partie XMSS et LMS, donc la partie gestion de l'authenticité des firmware, XMSS et LMS se rétrofit, c'est-à-dire peut se porter sur un système existant. Pourquoi ? Parce que ces deux algorithmes-là sont des algorithmes qui s'appuient sur des fonctions de hachage bien connues, SHA-2, d'accord ? Et donc, simplement, avec du code firmware, eh bien, on peut faire de la vérification de signature. Et donc, c'est quelque chose que l'on a fait notamment. On a travaillé notamment avec une société qui opère des satellites. Et donc, on a en fait en vol mis à jour le satellite pour que sa vérification d'intégrité de ces codes de démarrage soit réalisée par XMSS. D'accord. Donc voilà, on a on parcourt le monde avec Yann Tarot, effectivement, pour disséminer ces technologies. On a des boards de prototypage pour en fait attester non seulement de la bonne fonctionnalité, mais également de la sécurité. Ces algorithmes-là doivent être protégés contre des menaces comme les perturbations et les attaques par observation, ce qu'on appelle donc les canaux cachés. D'accord ? Donc voilà, j'en arrive un petit peu à mes transparents de conclusion. Le spectre large de la cybersécurité embarquée, ça concerne effectivement de disposer d'une plateforme qui va permettre une sécurité dans le temps, donc toutes les phases avant la mise sur le marché, puis ensuite le maintien en conditions de sécurité, qui nécessite du coup une chaîne complètement verticale du silicium jusque en fait, au service de gestion donc débarqué, typiquement implémenté dans un cloud. Également des services donc de mise en état de fonctionnement, de mise à jour, de collecte de CVE et de gestion des éventuelles mises à jour de sécurité à descendre dans les composants. Une expertise, donc notamment, là je parle d'une innovation qui est donc de basculer complètement tous les services cryptographiques vers le post-quantique. Tout cela basé sur donc des brevets pour assurer une certaine innovation. Enfin, l'usage des données, donc ça c'est extrêmement important pour pouvoir déceler donc des attaques. Et donc les données doivent être considérées comme intègres. Donc autant vous dire que dans Securizer, qui est notre enclave de sécurité, toutes les données sont authentifiées et chiffrées, d'accord ? Et enfin, pour terminer, interopérables pour pouvoir s'interfacer avec les systèmes de gestion de nos clients. Voilà. Donc j'en arrive là pour conclure. Chip to cloud, comme je le disais, l'aspect hardware comme racine de confiance d'un système cybersécurisé et la cryptographie post-quantique comme la prochaine transition que nous allons tous vivre, voilà, et que peut-être, je vous l'apprends aujourd'hui, est d'ores et déjà déployée dans les couches basses. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. On va pouvoir prendre une question ou deux s'il y a des questions parmi vous. Sinon, j'aurai une en termes de mise à jour sécurisée. Donc, l'exemple du satellite qui a été mis à jour. Comment on sait que le code qui a été embarqué, c'est le code qui doit l'être et non pas un code malveillant? Oui, alors donc il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect signature et donc authenticité. Donc effectivement, il faut qu'une PKI préexiste. Okay, donc d'où le besoin d'injecter des clés publiques dès les phases en fait de fabrication. Premier point. Deuxième point, la fraîcheur. Donc il faut bien sûr éviter qu'on se fasse mettre à jour avec une version périmée, donc potentiellement vulnérable. Et donc ça nécessite effectivement une gestion, c'est le cycle de vie, gestion de version monotone. Voilà. Okay. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à la suivante.